Depuis qu'on lève les yeux vers le ciel, il y a cette question qui nous obsède. Une question qui touche au fondement même de notre existence. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette quête fascinante, la recherche d'une seconde Terre. Voilà, c'est la grande question, n'est-ce pas? Que l'on soit astronome ou juste en train de regarder les étoiles par la fenêtre, elle finit toujours par arriver. Pensez-y, une nuit bien dégagée, loin des lumières de la ville, on voit des milliers de points lumineux. Et chacun de ces points, c'est un soleil. Potentiellement un système solaire entier. Alors forcément, on se demande, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de faire la même chose? Mais ce qui est incroyable, c'est que cette question n'est plus seulement philosophique. Non, aujourd'hui, c'est devenu une véritable quête scientifique. La chasse au nouveau monde, elle est bel et bien ouverte. Regardez un peu cette chronologie. C'est fou. En 1995, on découvre la toute première exoplanète. C'est une révolution. En 2007, on en trouve une qui ressemble un peu à la Terre. Et aujourd'hui, on en découvre des centaines. Le rythme est dingue. La question n'est plus de savoir si on va trouver une jumelle de la Terre, mais plutôt quand. Alors, comment on fait pour les trouver, ces mondes si lointains? Eh bien, une des techniques les plus efficaces, c'est la méthode du transit. Pour faire simple, imaginez que vous essayez de repérer un moucheron qui passe devant un phare à des kilomètres de distance, juste en observant la lumière du phare. C'est exactement ça, mais à une échelle cosmique. Le principe est d'une simplicité géniale. Un télescope fixe une étoile et il mesure sa lumière, sans arrêt. Et puis, d'un coup, une toute petite baisse de luminosité, régulière, comme un clin d'œil. C'est la signature, la preuve qu'une planète vient de passer devant. C'est un jeu d'ombre chinoise à des années-lumière de distance. Au début, forcément, on attrapait les plus grosses prises. Des géantes gazeuses, des mondes pas vraiment accueillants. Mais notre technologie s'améliore à une vitesse folle. Les instruments sont de plus en plus précis et maintenant, on commence à trouver des planètes plus petites, rocheuses, des planètes qui ressemblent à la nôtre. Mais attendez, pourquoi on regarde toujours si loin? Et si les indices les plus prometteurs se trouvaient juste là, à côté? La recherche de la vie, elle se passe aussi dans notre propre système solaire. Et là, on a deux candidats absolument fascinants, Titan et Encelade, deux lunes de Saturne. D'un côté, Titan, un monde incroyable avec un ciel orange, des montagnes de glace et des lacs de méthane liquide. De l'autre, Encelade, une petite lune glacée qui cache un immense océan sous sa surface et qui le projette dans l'espace sous forme de geyser géant. Deux mondes, deux possibilités de vie radicalement différentes de la nôtre. Et ce n'est pas de la science-fiction. Écoutez cette phrase d'Athéna Koustonis, qui travaille sur une future mission vers Titan. Elle dit « on est en train de le goûter ». C'est tellement concret. L'idée, c'est d'envoyer une sonde se poser sur un de ces lacs extraterrestres pour analyser sa composition, pour goûter ce monde et y chercher des signes de vie. Ok, on a regardé dans notre jardin. Maintenant, on dézoome complètement. On prend de la hauteur et on regarde l'ensemble de notre galaxie, la Voie lactée. Et là, attention, les chiffres deviennent vertigineux. Un astronome Geoffrey Marcy, qui est l'un des plus grands chasseurs de planètes, a pris toutes les données qu'on a accumulées et il a fait un petit calcul. Un calcul simple en apparence, mais dont le résultat donne le tournis. 15 milliards, voilà. Prenons juste un instant pour que ce chiffre s'imprime. 15 milliards. Ce n'est pas le nombre d'étoiles, ce n'est même pas le nombre de planètes, c'est autre chose de bien plus précis. C'est le nombre estimé de planètes de type terrestre, c'est-à-dire rocheuses, de taille comparable à la nôtre, et situées dans la zone habitable de leur étoile, là où l'eau peut exister à l'état liquide. 15 milliards de terres potentielles. Et ça, c'est juste dans notre galaxie. Face à un chiffre pareil, la perspective s'inverse totalement. L'idée qu'on puisse être seul devient, statistiquement, improbable. Comme le dit cette citation, le vrai miracle, l'anomalie cosmique, ce serait que sur ces 15 milliards de chances, la vie intelligente n'ait émergé qu'une seule fois. Ici. D'autres scientifiques, comme Duncan Forgan, ont poussé la logique encore plus loin. En utilisant des modèles de simulation, ils ont tenté d'estimer combien de civilisations technologiques pourraient exister. Et regardez les résultats. Même dans le scénario le plus pessimiste, on arrive à plus de 300 civilisations. Dans un scénario plus optimiste, on parle de plus de 30 000. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe, au problème. Si les chiffres nous disent que la galaxie devrait grouiller de vie, voire de civilisation, alors pourquoi ce silence assourdissant? C'est le fameux paradoxe de Fermi. Les calculs prédisent un ciel bavard, rempli de signaux, mais la réalité, c'est que nos radiotélescopes n'entendent rien, un silence de mort. Alors, où est tout le monde? En gros, il y a deux écoles. Les optimistes disent « patience ». Soit on n'écoute pas depuis assez longtemps, soit les distances sont juste trop gigantesques pour communiquer. Mais les pessimistes, eux, avancent une autre idée.
Peut-être que le passage de la vie simple à une civilisation technologique est un obstacle immense, un grand filtre que presque personne ne franchit. Et si c'était le cas, on pourrait bien être seul. Mais il y a une dernière pensée, une dernière possibilité. Et si ce grand silence ne voulait pas dire que nous sommes les derniers survivants? Et s'il signifiait que nous sommes les premiers, les pionniers de l'intelligence dans la galaxie? Si c'est le cas, alors on a une responsabilité absolument immense. Une pensée qui, c'est vrai, donne un peu le vertige.